Donc, bonjour à tous et merci de votre présence et de votre participation. La session d'aujourd'hui, en complément de tout ce qui a été fait, c'est un petit peu d'illustrer comment on peut, à partir d'un existant, basculer calmement, sereinement, de façon dérisquée, vers une solution en solution fabrique SD Access. Et c'est un sujet qui est souvent assez mal appréhendé parce que cette solution SD Access, et on va la réintroduire un petit peu, amène des modes de fonctionnement basés sur du routage et qui ne sont pas forcément toujours utilisés dans les LAN campus depuis ces 20 dernières années. Et donc, il y a un certain nombre de questions, d'interrogations, de craintes, etc., font que ce passage, cette migration, peut être un frein ou un mode qui fait qu'un certain nombre de clients et ou de partenaires envisagent moins sereinement cette transition-là. Et l'objectif d'aujourd'hui, c'est de montrer que c'est simple. Et on va faire ce webinaire, Tao Le Tien et moi-même, pour vous montrer, qu'il y a plusieurs phases pour ça. On peut expliquer comment on phase un projet, quelle valeur on peut amener, en parallèle même d'une migration vers SDA. Et Tao reviendra aussi sur la partie migration du wireless, quels sont les enjeux, les points à aborder et comment les aborder. D'accord ? Donc Tao parlera de cette partie-là sur le dernier quart du webinaire. Donc, pour reprendre un petit peu le fil rouge des présentations qu'on utilisait, on va se situer ici, et ce sera un peu la continuité de tout ce qu'on a expliqué lors des 6 derniers webinaires, et plus précisément une continuité du 4e webinaire qui présentait SD Access. Et pour rappeler un peu ce qu'est la solution Software Defined Access, quelques petits slides qui représentent la solution, c'est que traditionnellement, tous les réseaux, et notamment les LAN campus qu'on a installés ces dernières années, étaient basés sur un mode, tout est fait sur le même plan. Le plan de transport et le plan de service est fait au même niveau. La solution Software Defined Access est une solution qui va se baser sur une technologie en mode fabrique. Un mode fabrique, c'est je vais décorréler mon plan de transmission de mon plan de service. Mon plan de transmission, c'est ce qu'on appelle un underlay, c'est mon plan de transport d'un paquet d'un point X, d'un client X à un client Y. Et mon plan de service, c'est ce qu'on va appeler les overlays. Et on va décorréler ces deux plans-là. Ça va amener plusieurs choses. La première des choses, c'est que ça amène une solution en mode scale-out, c'est-à-dire que rajouter des équipements dans un design, dans une architecture, transformer cette architecture au niveau de l'underlay ne casse pas le plan de service. Or, quand on merge, quand on fait ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire qu'on travaille le plan de transport et le plan de service au même niveau, rajouter des équipements, c'est souvent disruptif. Changer un plan d'adresse HIP, c'est souvent disruptif. On va casser certainement des plans de policy qu'on a fait, soit pour de la sécurité, soit pour de la QoS, etc. Et dans un mode fabrique, le plan de service, notamment qui va traiter un certain nombre de plans de policy, de QoS, de sécurité, ne sera pas affecté par tout changement au niveau de l'underlay, de l'infrastructure, de l'architecture réseau. Et on va exécuter ces services à l'accès. Et la solution Software Defined Access, c'est une fabrique. SD Access est basé sur une technologie de fabrique, et ça veut dire qu'on va tourner des services à l'accès. Ça, c'est très important. Et dans ces services, je ne vais pas revenir dans les détails, mais il y a un certain nombre d'overlays qu'on est nécessairement obligé de tourner pour fonctionner en mode fabrique, puisqu'on va virtualiser le plan d'une certaine manière pour qu'un destinataire A parle une source A parle à un destinataire B. Il va falloir virtualiser les chemins
pour passer par-dessus l'infrastructure physique qui est en dessous. Et pour pouvoir faire ça, eh bien, il faut des overlays un control plane, il faut un data plane. Dans la fabrique Software Defined Access, le control plane c'est du Lisp, le data plane c'est du VXLAN. Et on fait ça pour bâtir d'autres services planes par-dessus, et notamment un policy plane, hein, qui va permettre d'amener d'autres choses, et notamment de la segmentation. Et cette segmentation, elle va se traduire par, je vais découper mon infrastructure campus en mode macro-segmentation, qu'on va appeler des virtual networks, micro-segmentation, qu'on va appeler des groupes, des Scalable Group Tag ou Security Group Tag, donc des SGT, qui sont des labels. Et on va venir en fait ranger les devices, les end-users qui vont venir se connecter sur le réseau, à la fois en filaire et en Wi-Fi, en venant les pousser, les affecter dans un virtual network, et leur coller un tag, un SGT, qui va les affecter à un groupe. Et on ne viendra plus affecter un policy plane, et notamment un security plane, un plan de sécurité, non plus basé sur des critères réseau, mais sur des critères qui seront, dépendants du virtual network dans lequel le device va venir appartenir et dans le groupe dans lequel le device appartiendra. Dans une fabrique, rappelez-vous, des devices qui appartiennent à un virtual network, par exemple employer des devices qui appartiennent à un autre virtual network IoT ou un virtual network guest ou ce que vous voulez, à partir du moment où on appartient à des device networks différents, on ne peut pas communiquer entre eux. On est clairement séparés. Et dans un même virtual network, des devices qui appartiennent à plusieurs groupes, par défaut, ils se parlent et on peut appliquer des contrats pour venir y pousser un policy model. Et on va faire ces choses-là à travers un plan de management qui est composé d'un orchestrateur qui est le DNA Center, qui va venir automatiser tous les gestes opérationnels sur le réseau, pousser les policy planes. Les policy planes, en fait, il va venir les faire exécuter par un policy server qui est l'ISE, pousser ces policy planes dans le réseau, partout là où c'est nécessaire, en filaire et en Wi-Fi, en IPv4 et en IPv6, et récupérer de l'information pour regarder que tout se passe bien. Hein, et vous dire ce qui marche pas, et qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est la partie visibilité assurance. Donc, rappelez-vous, on a trois piliers, hein, la partie automatisation, visibilité, assurance, security, hein, qui est, on va dire, le modèle le plus abouti, qui est la solution Software Defined Access, qui permet dans un réseau de pousser une infrastructure réseau avec des services réseau, et en plus des services de containment, je vais ranger les devices à travers non plus des critères réseau, mais à travers des attributs. Qui a le droit de faire quoi parce qu'il a tel rôle dans l'entreprise. Et l'objectif de ça, c'est de faire en sorte que le réseau et l'exécution du réseau et l'accostage des devices ne soient que le reflet du mode fonctionnel de l'entreprise. D'accord? Du business de l'entreprise. Et en règle générale, d'abord, ce sont des critères qui plaisent en termes de transformation énormément aux clients parce qu'on va amener quelque chose qu'ils ont beaucoup de mal à traduire aujourd'hui dans les infrastructures actuelles parce qu'elles sont extrêmement network centrées, elles sont extrêmement peu agiles parce que elles sont basées sur de la segmentation IP, VLAN, et donc transformer des policy planes, c'est pas toujours simple. Et des infrastructures basées sur ces critères-là ont du mal à s'adapter aux transformations, à l'agilité qu'on va demander, à la mobilité qu'on va demander aujourd'hui. Et peut-être encore plus, et alors là c'est une réflexion peut-être un peu personnelle, mais je sais que dans l'équipe on la partage, c'est que les événements qu'on vient de traverser ces derniers temps, basés sur la crise sanitaire et le confinement qu'on a eu à faire pendant plus de 2 mois, ont peut-être transformé le mode de travail qui va arriver dans les mois et les années qui arrivent. Le mode forcé de télétravail pour un certain nombre d'entreprises et pour lesquelles elles n'étaient peut-être pas prêtes, ben,
pour un grand nombre d'entre elles, ça s'est peut-être plutôt bien passé, tant pour l'entreprise que pour les employés. Il est possible d'imaginer que dans les mois à venir, un certain nombre d'entreprises transforment sa façon de travailler. Et dans cette transformation, ben, il pourrait peut-être y avoir le fait suivant, c'est que elles vont au lieu d'avoir peut-être 10 000 mètres carrés de bureaux où elles accostaient tous les jours ses employés, je ne dis pas que ce sera le cas partout, hein, mais c'est peut-être une réflexion à avoir pour un certain nombre d'entre eux. Ben, plutôt que d'avoir 10 000 mètres carrés et de payer ces 10 000 mètres carrés, hein, d'avoir un certain nombre de charges d'électricité, de chauffage, de locatif, etc., etc., elles risquent sûrement de transformer ces plans, peut-être de n'avoir plus que 5 000 mètres carrés, la moitié, et de mettre une grande partie de son personnel en télétravail avec un usage des bureaux de façon un peu moins quotidienne et un peu plus dans un mode je viens au bureau pour des réunions d'équipe, pour des réunions avec des clients, etc., etc. Et du coup, ça va demander là aussi, enfin ça va plutôt accélérer cette demande d'agilité dans le réseau. Et on risque d'avoir des demandes et des postures clients qui vont être je vais peut-être réduire ma surface réseau. Par contre, je veux ma surface réseau, notamment port physique, switché, mais je veux un réseau extrêmement agile avec un mode d'accostage Wi-Fi first, par exemple, et extrêmement agile avec un policy model qui soit extrêmement dynamique. Bien, SD Access, c'est vraiment la réponse la plus aboutie pour ça. Et c'est pour ça que reparler des SD Access, notamment dans le contexte qu'on vient de subir, là, ça risque d'être ça pourrait être un vecteur de transformation et d'intérêt fort pour les mois et les années qui arrivent. Et un des très gros intérêts des SD Access, c'est celui-là, c'est de pouvoir, au lieu de transformer et d'avoir des gestes opérationnels sur les réseaux basés sur des access lists, sur de l'IP, sur des choses qu'on a un mal de chien maîtrisé, notamment dans le temps, se baser sur du profiling et dire moi j'ai mes employés, je peux faire des groupes d'employés assez différents, très fins par exemple, et pousser des policy models qui vont donner des droits, des contrats qui vont leur permettre de consommer, de discuter avec d'autres groupes, de consommer de la donnée, etc., en fonction du rôle et des attributs qu'ils vont avoir dans l'entreprise. Et ce policy model, il est matriciel, il est piloté de façon centralisée, donc dans l'ISE, et poussé sur l'infrastructure là où c'est nécessaire. Et sur l'infrastructure, ça peut être un site, ça peut être 2 sites, ça peut être 3 sites, ça peut être X sites, hein, et de façon complètement homogène, et complètement décorrélée des critères réseau. Et pour rappel, parce qu'on va en avoir un petit peu besoin pour la migration, et pour expliquer la migration, Software Defined Access, c'est une solution d'architecture extrêmement automatisée, avec des niveaux de hiérarchique au sens fonctionnel du terme, et on a des équipements qui jouent des rôles de border node. Un border node, c'est un équipement qui permet de gérer l'entrée et la sortie de la fabrique. En clair, d'un point de vue design réseau, pour un campus, c'est le cœur de réseau, c'est le cœur campus. On a un équipement qui joue un rôle important, le control plane node. Ce rôle-là peut être, bien sûr, les rôles peuvent être hébergés dans un même équipement, hein, rappelez-vous ça. Le control plane node, c'est celui qui va gérer la consistance IP de toute la fabrique au niveau du control plane, au niveau overlay, c'est-à-dire Lisp. Et c'est le control plane node qui permet de savoir où sont les utilisateurs, où sont les end-users connectés sur le réseau. Ce rôle-là peut être hébergé dans les cœurs de réseau, là aussi, là où les border nodes sont exécutés. Et puis, on a dans les rôles actifs de la fabrique, c'est-à-dire qui jouent à la fois l'underlay et les overlays, on a ce qu'on va appeler les edge nodes, donc les équipements d'accès de la fabrique. Je ne vais pas parler là des extended nodes, mais il y a donc les edge nodes qui vont être les switches d'accès ou les access points, d'accord, et qui sont les points d'entrée de la fabrique qui permettent
C'est à cet endroit-là où on va tourner le policy plane, l'overlay policy plane, qui va être basé sur les virtual networks et les SGT. Et puis évidemment, parce qu'on parle de campus, on peut avoir des campus d'une taille importante, et donc on va peut-être avoir besoin, dans un campus traditionnel, on a peut-être des équipements qu'on appelle des équipements de distribution qui permettent de connecter les locaux techniques, donc les stacks d'équipements, des équipements d'accès. Eh bien, ces équipements-là, dans la fabrique, ne tourneront pas d'overlay, ils seront là que pour tourner l'underlay et de pousser les paquets. Et ces équipements-là sont des équipements qu'on appelle des intermediate nodes. Et en plan de management, on a toujours un orchestrateur qui est le DNA Center et un ISE qui est le Policy Server. Ça, c'était pour les rappels. Maintenant, l'étude de cas, on va essayer de se baser sur un cas, alors, un cas classique. On va essayer, enfin, on va pas couvrir tous les cas, mais on va essayer de se baser sur un cas qu'on peut rencontrer à peu près souvent, en 80% des cas clients, c'est-à-dire un campus actuel avec un cœur, plusieurs bâtiments, voilà, il y en a 2, mais il peut y en avoir N, avec différentes pieds de bâtiments qu'on appelle des distributions et qui viennent faire l'accostage des différents locaux techniques qui peuvent être des piles d'équipements. Dans le cas qu'on va traiter aujourd'hui pour illustrer une migration, vous verrez que, dans les schémas, on illustre les équipements actuels sur des catalystes, donc des équipements Cisco qui peuvent être une base installée. Il n'y a pas d'obligation, ça peut être tout ce qu'on va dire, ça peut être aussi vrai pour des équipements tierces qui ne sont pas des équipements Cisco. Mais l'idée, c'est en même temps de montrer une certaine valorisation, enfin d'expliquer une valorisation. Donc voilà. Et en règle générale, chez nos clients, chez une grande partie de nos clients actuels, les design campus sont faits de la façon suivante. Le routage intra-VRF, s'il y a des VRF, inter-VLAN, il est fait sur le corps. Les distributions et les accès ne vont traiter que du niveau 2. On a des cas clients, je vais modérer mes propos, on peut avoir aussi des cas clients pour lesquels il peut y avoir du routage qui est fait au niveau des pieds de bâtiment. Ça ne change pas ce qu'on va dire plus tard, un peu plus loin dans la présentation, mais prenons le cas pire, c'est-à-dire le routage est complètement centralisé sur les cœurs de réseau au niveau intra-VRF et le routage inter-VRF, si tant est qu'il y a des VRF chez un client, il est fait au niveau de l'entrée du data center de façon centralisée à travers soit un routeur, soit un firewall qui fera ce routage inter-VRF interdomaine. Et évidemment, eh bien, au niveau des accès, on a des VLAN, très souvent des VLAN étendus, qu'on va venir poster sur les ports pour fournir des services. Et puis, les gestes opérationnels du réseau, en règle générale, pour les gens qui pilotent un réseau au quotidien, eh bien, c'est de venir provisionner les VLAN sur les bons liens, de venir provisionner les VLAN sur les bons ports, etc., d'accoster le bon subnet IP sur le bon VLAN. Et ça, c'est du geste quotidien qui est extrêmement consommateur, extrêmement lourd et qui est peu agile. Et on va essayer de transformer ça. Et du coup, avant de parler de la migration en tant que telle, on voudrait aussi aborder un point qui est comment on choisit les équipements d'accès, parce qu'encore une fois, dans une fabrique, si on a une approche fabrique Software Defined Access, toute la valeur, elle va être tournée au niveau du switch d'accès. Ça, c'est très important de comprendre ce point-là. C'est vraiment une posture de valeur, de fonctionnalité à l'accès. Et donc, du coup, les critères de choix du switch d'accès sont vraiment primordiaux. Et en même temps, essayer aussi de porter la valeur du DNA Center sur une base installée en parallèle d'une migration. Donc, un petit rappel de ce qu'est aujourd'hui la gamme Catalyst Cisco, du portfolio Cisco basé sur la famille Catalyst 9000, qui vient en recouvrement complet de toutes les gammes historiques de Cisco, en recouvrant complet du Catalyst 2K jusqu'au Catalyst 6K. On a une famille Catalyst 9K qui a une même famille d'ASIC
avec des buffers différents suivant les familles, hein, mais une même famille d'ASIC programmable, UADP, excusez-moi, et qui va tourner un même operating system et qui va présenter des niveaux de fonctionnalité extrêmement convergents et extrêmement homogènes sur toute cette gamme-là, sur toute la gamme, avec quelques petites différences, mais voilà. Et ces petites différences, ben, quand on réfléchit pour une transformation d'un réseau en Software Defined Access, faire le bon choix de l'accès est très, très important. D'accord ? Et ces familles, Catalyst 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, s'enrichissent au fur et à mesure du temps avec des nouveautés. Je ne vais pas les commenter là, mais ce sont des familles qu'on enrichit de plus en plus. On va amener beaucoup de fonctionnalités. Pourquoi ? Parce que quand on crée un réseau, on ne fait pas un réseau pour se faire plaisir, hein, on crée un réseau, on transforme un réseau parce qu'on vient y connecter des devices, des end devices. Dans un campus, on vient connecter bien sûr les end devices, les employés, leurs laptops, leurs smartphones, leurs tablettes, tous leurs outils qui permettent de travailler. On vient bien sûr y connecter un certain nombre d'autres devices, des devices network comme la partie wireless, hein, qui vient offrir là aussi des services de connectivité. Et quand on parle de wireless aujourd'hui, on parle de plus en plus de Wi-Fi 6 et donc de densité de end-users connectés par borne. Et donc, quand on parle de Wi-Fi 6, on va de plus en plus parler non plus connexion de la borne en 10-100 000 bases T, mais de plus en plus en mGig, hein, en 2,5 ou en 5 gigas pardon, à l'accès. Et donc, la dorsale physique des catalystes va devoir peut-être là aussi se transformer et offrir de plus en plus à l'accès des services mGig, des services aussi de PoE, PoE+, peut-être du Universal PoE, c'est-à-dire de venir alimenter du 60 watts ou du PoE+, du 90 watts, pour venir alimenter des PC, des laptops, pour venir alimenter peut-être des écrans, etc. Donc on va avoir besoin d'augmenter les débits à l'accès, d'augmenter la puissance électrique. Et quand on réfléchit à ces aspects-là, eh bien, il va falloir aussi réfléchir à comment je remonte en uplink. Donc, le design réseau, qu'on soit d'ailleurs en fabrique SD Access ou pas en fabrique SD Access, il faut toujours penser à qu'est-ce qu'on va venir accoster en accès de maintenant pour les 5, 6, 10 prochaines années. Et donc, il faut réfléchir à plus de débit fort dès l'accès, donc plus de plink, etc., plus de services forts à l'accès au niveau PoE, donc des switches peut-être qui amènent de la valeur, peut-être aussi tourner un certain nombre de fonctionnalités sur les switches en termes de visibilité, je vais peut-être tourner un Wireshark sur mes switches pour pouvoir troubleshooter plus facilement, etc., etc. Et du coup, quand on réfléchit à tout ça, bien sûr, chez Cisco, on a des grilles on va dire, de transition, Catalyst 9000 vers du 9002L, etc. On a ce genre de grille de transition pour une migration d'équipements, mais quand on parle de valeur, et notamment aussi quand on veut se transformer vers une solution basée sur la fabrique Software Defined Access, eh bien, cette grille de transition classique, il faut peut-être se baser sur des critères qui fait quoi. Et n'oubliez pas que la famille 9002 est une famille qui fait un certain nombre de choses, mais avec plus de limitations que ce que la famille 9003 va pouvoir faire. Regardez bien tous ces points-là. Et notamment, quand on a une approche Software Defined Access, la famille 9002 est quand même beaucoup plus limitée en termes de fonctionnalité, nombre de SGT tournés, nombre donc de groupes, nombre de virtual network tournés, etc. etc. D'accord ? Je vous laisserai, je ne veux pas recommander tous ces slides, je vous les laisserai on vous les laisse d'ailleurs pour des aspects justement de transformation. Aujourd'hui, la famille 9000 fait beaucoup plus, dès la famille 9002, fait déjà beaucoup plus de choses
en termes de sécurité, en termes de robustesse, en termes d'expérience, en termes de scale, que ce que la famille Catalyst 2K faisait déjà avant. Mais quand on a une approche Software Defined Access, il y a quand même des critères à regarder sur la famille 9, sur la famille 9000. Qu'est-ce que je veux y faire? Est-ce que je veux faire de la macro-segmentation? Oui, non. Oui, ben, ça va fatalement exclure la 9002L. À quel niveau? Est-ce que je vais avoir beaucoup de virtual network ou pas? Si j'en aurai certainement plus que 4, regardez, peut-être qu'il y a un 9002 avec 32 virtual network. Ou peut-être regarder la famille 9003L ou 9003. Si je dois accoster, embarquer un contrôleur Wi-Fi directement pour des raisons de contraintes de latence, etc., sur certains de mes switches d'accès, eh bien, la famille 9002 ne le fait pas, la famille 9003 le fait. Si j'ai des besoins d'accoster des extended nodes derrière un, pardon, derrière un Edge Node, la famille 9002 ne le fait pas, la famille 9003 le fait. Donc il y a un certain nombre de critères qu'il faut vraiment regarder en termes de valeur, d'accord, pour choisir son switch d'accès. Et l'idée c'était de partir sur une infrastructure existante, on va dire avec une base installée Cisco. Donc tout ce que je vais dire là, c'est si le client a déjà une base installée Cisco. Si le client n'a pas une base installée Cisco, ce que je vais dire là, on l'oublie. Mais par contre, s'il y a une base installée, ben, potentiellement ça peut être un élément de discussion. Dans une fabrique SD Access, le plan de management, c'est basé sur un DNA Center qui est l'orchestrateur, un ISE qui est le policy server. Il faudra évidemment un DNA Center, et peut-être que les clients, on peut avoir des cas clients qui peuvent avoir un projet de migration vers SDFS sur du moyen-long terme. 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'il a énormément de sites ou énormément de bâtiments ou énormément de contraintes opérationnelles. Je pense par exemple à des hôpitaux, il y a des bâtiments pour un hôpital pour lequel faire des changes hardware, c'est pas simple, notamment quand on parle du bâtiment des urgences, etc., etc. Donc il peut y avoir, et puis il peut aussi y avoir des contraintes budgétaires qui fassent qu'un projet puisse être phasé sur du moyen long terme. Et du coup, positionner dès le départ un DNA Center pour pouvoir faire un certain nombre de choses, et ce certain nombre de choses, c'est je viens amener de l'automatisation, de la simplification. Je vous référencerai, prenez référence du webinaire numéro 2 qu'avait animé Vincent Makowski. Hein, il y a un certain nombre de sujets très intéressants là-dessus. Le DNA Center peut aussi amener énormément de valeur sur la partie visibilité avec assurance. Là aussi, regardez le webinaire numéro 3 qu'avait animé Vincent. Et donc du coup, sur la base installée, imaginons que ce soit des Catalyst 2000, des Catalyst 3000, imaginons parce que le projet se passe sur 2-3 ans hein, de migration, parce qu'il y a plusieurs bâtiments, parce que, encore une fois, il y a des contraintes budgétaires, etc. On peut se dire, ça peut peut-être valoir le coup d'investir sur des licences DNA Essential à l'accès sur ces équipements existants, pour valoriser cette base, pour amener de l'automatisation, amener de la visibilité. L'automatisation, ça peut servir notamment avec la partie automation, la partie template editor, pour se dire, par exemple, je peux faire mes changes opérationnels avec le template editor, donc pousser de la conf sur mes équipements de façon extrêmement automatisée avec mon DNA Center, en poussant des templates de conf sur là où j'ai besoin là où j'ai besoin de transformer mes équipements. Exemple, le client peut en parallèle avoir un projet 802.1x, on peut pousser des templates de conf 802.1x avec template editor sur la base installée. Ça peut être un outil très fort de transformation de l'infrastructure de la base installée actuelle en parallèle d'une transformation vers SD Access. Et puis, on peut commencer à avoir de la lumière avec assurance, hein, voir le réseau, comment il se comporte en termes de health,
d'un point de vue global, d'un point de vue device aussi, d'un point de vue client. On va pouvoir aussi, dans la future release, la 2.1 qui sort qui va sortir à partir du deuxième trimestre 2020, on va amener aussi quelque chose qui peut être intéressant, c'est que sur la partie wired, on va collecter toute la partie consommation électrique POE et sortir des rapports de consommation électrique. Ça peut toujours être intéressant pour un client de voir qu'est-ce qu'il consomme et comment il le consomme d'un point de vue électrique dans le réseau. On va amener tous ces points-là, hein. Et puis, toujours en parallèle, hein, je ne dis pas qu'il faille le faire dans ce sens-là, enfin, ce sont des critères de valeur qui peuvent amener à de la conduite de projet. Peut-être que le client peut se dire, moi, dans un premier temps, ma base installée aussi wireless, elle est obsolète. Je veux me transformer tout de suite vers j'ai des budgets pour transformer tout de suite ma base installée existante en base installée Wi-Fi 6. Donc, je peux transformer cette base installée et pourquoi pas la faire dès le départ en Advantage pour bénéficier, avec le DNS Center que j'aurais positionné, préparé la migration vers SD Access, bénéficier sur cette base installée Wi-Fi de toute la puissance de DNS Center, tant d'un point de vue automation, mais surtout visibilité, pour pouvoir amener tout ce que Vincent vous avez présenté en termes de troubleshooting, de visibilité, avec Passtress, avec tout ce qu'on peut avoir dans le Wi-Fi, etc. Et sachez aussi que, pour information, on va avoir des... Vincent vous a certainement, avait parlé de, de, de sensors Wi-Fi qu'on peut avoir et qui peuvent être utilisés dans Assurance pour pouvoir tirer des rapports. On va pouvoir tourner dans les Catalyst 9003 la même chose, c'est-à-dire des wired sensors, notamment en pilotant ça avec la partie host application, la partie application hosting des Catalyst 9003, on va pouvoir embarquer des clients filaires qui vont aussi vous tourner les mêmes rapports. Donc là aussi, si on pense valeur, SD Access, ce sont des choses aussi dont on va pouvoir bénéficier dans une transformation, même en phase amont d'une transformation SD Access. Okay. Donc, une fois que tous ces paradigmes-là ont été évoqués, comment, à partir d'une base installée existante, d'une base existante, pour laquelle je peux déjà amener de la valeur, je peux migrer simplement vers SD Access. SD Access, d'un point de vue physique, c'est le même campus qu'on a vu, c'est-à-dire des cœurs de réseau, des équipements de distribution, et puis des switches d'accès, et puis des AP, pour la partie Wi-Fi. Par contre, ils vont jouer des rôles différents. Les cœurs vont jouer certainement le rôle de border node control plane node, les distributions vont jouer le rôle d'intermediate node, et puis les switches d'accès vont jouer le rôle de edge node. Et on va avoir besoin évidemment d'un DNS Center et d'un ISE pour le policy model. Et d'un point de vue logique, on va avoir des équipements qui vont tourner des overlays. Donc, bleu ciel, c'est évidemment des équipements qui tournent un underlay en dessous et des overlays par-dessus, d'un point de vue actif. Donc, du LISP, du VXLAN, le modèle TrustSec basé sur les SGT. Et donc, on va tourner les overlays en entrée et en accès de la fabrique et en sortie de la fabrique, sur le contrôleur Wi-Fi pour les AP, évidemment, et on tournera l'underlay, qui est un protocole de routage, sur les switches intermédiaires. Et on va exécuter un policy model basé sur des virtual networks, qui sera tourné de façon complètement automatisée dans le site Fabric SD Access, et on va devoir pousser entre la sortie de la fabrique des borders vers le reste du monde. Ces virtual networks, il va falloir les exposer sous un mode VRF vers le reste du monde. Et ça peut se faire en VRF Lite, en MPLS, en EVPN.
Il y a tout un tas de technologies qui sont aujourd'hui toutes supportées sur les Catalyst 9000 et qui permettent de s'adapter à tous les cas possibles pour pouvoir exposer ces macro-segments. D'accord? Et on va venir exposer là aussi les trois piliers de ce que Cisco appelle Intent-Based Networking, c'est-à-dire je veux simplifier, hein, je veux voir et je veux sécuriser. Et pour arriver à ça, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on avait beaucoup mis l'accent sur pour l'adoption d'SD Access, on avait mis beaucoup l'accent sur des sites, sur des nouveaux sites, sur du greenfield. Mais un certain nombre de clients, le greenfield, ben, c'est pas tous les jours. C'est même pas la majorité de nos clients, en fait, en vrai. La vraie réalité, c'est plutôt, ben, j'ai un site actuel, et en parallèle, comment je fais, parce que je vais pas changer de site, et comment je fais pour garder mon existant opérationnel, et en parallèle, monter une fabrique et migrer tranquillement. C'est tout le sujet d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est qu'est-ce qu'il va falloir avoir pour pouvoir migrer de façon sereine, dérisquée, vers de la fabrique. Et bien, pour pouvoir faire ça, et on a un certain nombre de clients qui ont commencé à faire cette transformation-là, il va falloir ici commencer à créer ce qu'on appelle, on va dire, un embryon de fabrique SD Access. Et cet embryon, il est exécuté au minimum par le cœur de cette fabrique SD Access, c'est-à-dire au moins 2 border nodes control plane nodes. D'accord. Et ces border nodes control plane nodes, ça peut être des Catalyst 9005, des Catalyst 9005H, des Catalyst 9006. Peu importe, là, ça va dépendre des besoins et de la catégorie du nombre de ports. Hein, si je veux remonter en 40G, en 100G, si je veux venir chercher ici du 40G, du 25G, on va avoir des besoins transformationnels en termes de débit très importants. Mais par contre, ce qui est très important, c'est qu'il va falloir créer ce cœur de réseau et venir se connecter en layer 3, fatalement au cœur existant, pour pouvoir, là aussi, venir exposer les virtual networks, donc à travers des VRF, les virtual networks qu'on va créer dans la fabrique. Hein, et pouvoir les exposer et les remonter jusqu'au point, on va dire, qui gère la partie multitenante, chez côté existant client. Un routeur, un firewall. Et chez un client, quel que soit le client, on a toujours un existant basé sur des VLAN, sur des subnets IP par VLAN. Alors, pour simplifier le webinaire, on a créé une famille de VLAN jaune basée sur un range IP 10.1, une famille de VLAN violette basée sur un range IP 10.10 en /16. J'ai mis un S à VLAN pour dire qu'il peut y en avoir plusieurs là-dedans. Hein, et imaginons que là, j'ai un morceau de VLAN, enfin les VLAN jaunes, c'est par exemple, ça va être par exemple toute la partie objet côté client, la partie violette, les VLAN violets, ça va être les end devices des employés, etc. Des laptops, des smartphones, des tablettes, etc. Mais par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'une fabrique SD Access, c'est un réseau pour lequel l'accès est fait en niveau 3. Donc c'est un réseau full niveau 3. On va venir connecter la fabrique SD Access en niveau 3 à l'existant. Il est possible, il n'est pas du tout obligatoire, mais il est possible qu'on puisse avoir des clients qui ont besoin d'étendre des subnets IP existants dans le futur réseau. Ça, par exemple, dans le monde hospitalier, une IRM, un scanner, ce sont des grosses machines qui coûtent énormément d'argent, pour lesquelles très souvent l'adresse IP elle a été collée en fixe. Hein, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de DHCP, et changer l'adresse IP d'une machine comme celle-là, c'est un geste opérationnel qui coûte cher, qui n'est pas simple. Parce qu'il faut faire venir un spécialiste, etc., enfin de la dite machine. Et du coup changer l'adresse IP, c'est pas toujours trivial. Donc, il est plus simple d'étendre le subnet IP plutôt que de le changer. Et pour pouvoir l'étendre, eh bien, il va falloir percer
ce subnet IP en question dans la fabrique. Or, je vous ai dit, la fabrique, on la connecte en niveau 3. Si on la connecte en niveau 3, avoir un même subnet IP sur une zone, puis sur une autre, et ces deux zones sont connectées en niveau 3, c'est pas possible. On va avoir un overlapping, normalement c'est interdit. On pourrait natter, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux, donc c'est pas du tout l'objet en fait. Et c'est pas comme ça qu'on fait. Du coup, s'il y a besoin de percer la fabrique Software Defined Access parce qu'on a besoin d'étendre un subnet IP existant pour la migration, on a une solution qui existe depuis la 1.2.10 qui est la capacité à venir créer ce qu'on appelle des borders de niveau 2, donc qui vont faire le layer 2 end-off, la connexion, on va dire, entre un subnet existant et venir le percer dans la fabrique. Donc, et peut-être, pas d'obligation, mais s'il y a ce besoin-là, il va falloir ici créer aussi un équipement qui va faire exécuter cette notion de layer 2 border. Dans la fabrique, on n'autorise qu'un layer 2 border. Si on est sur une phase de transition et de migration sur du moyen long terme, plusieurs mois, plusieurs années, ça pourrait être le cas. On a des clients pour qui c'est certainement le cas. Enfin, c'est le cas. Gérer une migration avec un layer de border unique en termes physiques, c'est quand même risqué. Donc jusqu'à maintenant, une façon de dérisquer ce point-là, c'était de proposer des Catalyst 9003 stackés pour mutualiser, pour d'un point de vue hardware, mutualiser certes le contrôle plane node de ces équipements, mais par contre d'avoir une redondance physique des différents équipements. C'est une solution. Une autre solution, c'est qu'à partir de la release SD Access 1.3.3 plus, 1.3.3.4, 1.3.3.5 par exemple, et à partir de la release 16.12 de T ou plus, on est capable aussi maintenant d'avoir en layer de 9005 en virtual stackwise. D'accord? Donc c'est possible. Il n'y a pas d'obligation, ça va dépendre du choix du matériel que vous pouvez faire. Mais donc, pour ce rôle de layer de end-off, vous pouvez choisir des 9003 en stackwise, des 9005 ou 9005H en virtual stackwise, tout est possible. D'accord? Et ça, une fois que vous avez créé ça, vous avez créé votre embryon de fabrique, vous avez votre couple de plan de management des data centers ISE, et là, vous pouvez commencer à créer votre fabrique, commencer à créer vos différents, votre modèle de policy, macro et micro segmentation, macro basé sur les VN, micro basé sur les SGT. Et vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour ça. Et ça peut être long. Beaucoup de clients ont du mal à comprendre et à retrouver la matrice opérationnelle de leur réseau, qui fait quoi, etc. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. On a des clients pour qui le projet de transformation en fabrique SD Access d'un point de vue network a pris très peu de temps. Créer une fabrique, ça peut prendre peut-être 10-15 jours. Par contre, recréer le policy model, ça a pris du temps. On a un client pour qui ça a pris plus de 3 mois parce qu'il fallait savoir qui faisait quoi dans le réseau, qui faisait quoi dans l'entreprise et remapper tout ça en modèle virtual network, en modèle SGT. Et donc ça prend du temps. Donc créez votre fabrique de cette façon-là. C'est absolument pas intrusif sur le réseau. Et prenez le temps de pouvoir préparer votre segmentation. Et une fois que votre segmentation elle est faite au niveau de votre plan de management ici. Et elle va être poussée sur la fabrique. Et elle sera poussée sur tous les devices qui vont venir s'accrocher à la fabrique. Vous n'avez plus rien à faire. On a des clients qui ont commencé à créer des embryons de fabrique SD Access en se créant des policy modèles et en mettant aussi de façon assez opérationnelle
en parallèle complet du réseau opérationnel de leurs utilisateurs, en mettant quelques switches, des gens de l'IT, quelques switches sur lesquels eux-mêmes viennent se connecter, et ils peuvent déjà pré-tester ce qu'ils vont vouloir plus tard déployer. On a un certain nombre de clients qui ont fait ça et qui tournent une fabrique SD Access en mode pré-déploiement, en ayant mis deux border nodes, peut-être pas tous des border L2 pour pouvoir étendre un niveau 2, quelques switches Edge Node pour pouvoir venir eux s'y connecter au quotidien, préparer le modèle opérationnel, le tester, le valider, et quand ils vont pouvoir engager la transformation du réseau, je vais aborder juste après, hein. Quand je dis engager, c'est engager parce que d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue préparation, tout a été abouti, et bien ils vont pouvoir commencer à migrer et migrer sereinement parce que toute cette préparation de fabrique en termes embryonnaires, pré-testing, etc., a été réalisée. Et ils sont certains du truc. Et vous allez pouvoir tester votre modèle opérationnel, faire tous les tests que vous voulez en termes de policy, de créer vos policies, vos règles de policy au niveau SGT, etc. Donc une fois que vous avez fait ça, bien, vous allez pouvoir exécuter votre policy model côté DNA Center ISE et étendre et percer, là, par exemple, certains VLAN, certains subnets IP qui étaient des VLAN IoT, vous allez peut-être pouvoir, par exemple, les percer jusqu'à la partie VN IoT dans la fabrique, donc étendre tout ou certains 10.1.00/16, en étendre là où c'est nécessaire, créer de nouveaux ranges IP dans votre fabrique pour venir accoster les utilisateurs. Là, on est dans un range pur IP. Là, on reste en VLAN sur la partie existante. Maintenant, déjà, comment ça marche? Pour pouvoir faire ça, vous avez votre Global Routing Table entre vos différents devices cœur de réseau existants, Border Node, Control Plane Node, Border Node L2. Sur les Border Node, Control Plane Node, c'est au niveau de la GRT. Là, vous allez créer certainement ici un protocole de routage et tourner vos VRF, exposer vos virtual networks que vous aviez ici à travers différentes technos, que ça peut être de la VRF Lite, du MPLS, BGP VPN. Vous faites ce que vous voulez pour pouvoir les exposer. En tout cas, il y a toutes les technos pour pouvoir le faire. Et que ce soit entre une fabrique Software Defined Access vers un LAN Cisco, un LAN autre, tout est possible. Et côté layer de handoff, déjà, vous allez créer vos VN. Sur le layer de handoff, exposer le VN pour lequel vous voulez percer les subnets IP. Créer la SVI, là où les SVI, j'aurais dû mettre un S, qui va bien pour pouvoir percer le ou les VN que vous voulez étendre au niveau IP dans la fabrique. Connecter cette SVI en extension L2 vers le cœur existant. Pour information, ça c'est important, ce sont les équipements layer de handoff qui, pour ces SVI-là, pour ces VLAN-là, deviendra le point de routage inter-VLAN pour l'existant, pour les subnets IP qu'on veut étendre. Et ça, on l'a testé, on l'a mis en place chez un certain nombre de clients, on l'a poké chez un certain nombre de clients de façon, sur leur réseau existant, ça marche très bien. Et c'est la méthode, ce qu'on expose là, c'est la méthode la plus simple pour pouvoir préparer et migrer. Et à partir de là, on est prêt. Donc, imaginons qu'on veuille migrer le bâtiment 1. La première année, on veut migrer le bâtiment 1. On va venir créer ici un couple de nouveaux agrégateurs.
Ici, on avait peut-être des agrégateurs en 4500, en 6000, qui étaient peut-être en VSS, qui venaient peut-être accoster en giga les équipements actuels. On va venir ici mettre des équipements beaucoup plus compacts qui vont tourner uniquement un underlay, hein, et qui vont venir accoster les futurs switches d'accès, peut-être en 10 gigas, plus sûrement, en tout cas, parce que c'est le même prix en 25G. Et donc, comment ça va marcher? Alors, juste avant comment ça va marcher, ces nouveaux équipements qui vont servir d'intermediate node, la configuration de l'underlay pourra être complètement automatisée et poussée par le DNS Center à travers à travers le tool LAN Automation. Donc, pas besoin de venir configurer de l'ISIS. Le DNS Center va venir le faire pour vous. Hein, on peut automatiser ces gestes-là. Et maintenant, comment je vais venir transformer les piles de mon nouveau bâtiment, enfin les nouvelles piles de mon existant bâtiment? Eh bien, ici j'avais des catalystes 2000, des catalystes 3000, j'avais peut-être d'autres équipements, enfin d'un autre équipementier. Je vais venir commencer à mettre des piles de catalystes 9000, 9002 si j'ai pas besoin de beaucoup de VN, 9002 32 VN si j'ai besoin d'un peu plus. 9003 ou 9003L si j'ai besoin de beaucoup plus de VN, mais aussi de fonctionnalités comme de l'application hosting, comme je veux embarquer un contrôleur Wi-Fi au plus près de mes AP pour des questions de distance, de latence. Pour des questions, si j'ai besoin d'alimenter en UPoE, eh bien le 9003 le fait, le 9002 ne le fait pas. Et donc, je vais venir commencer à changer la pile, mettre une nouvelle pile de Catalyst 9000 et la passer sur le nouveau pied de bâtiment qui, lui, tourne déjà un underlay. Une fois que j'ai fait ça, je vais découvrir cette pile d'équipement, cette nouvelle pile d'équipement dans le DNS Center. Avec le LAN Automation, je vais pouvoir venir pousser l'underlay, la ISIS. C'est le DNS Center qui va venir configurer le protocole de routage ISIS de mon underlay. Et une fois que ça c'est terminé, donc le seul geste physique que j'ai eu à faire, c'est d'installer, enfin, que le partenaire a eu à faire, c'est d'installer la stack de Catalyst 9000, de la brasser en 10G ou en 25G vers les intermediate nodes, et totalement de la brancher électriquement, hein, et c'est tout. Et tout le reste se fait de façon complètement automatisée et centralisée à travers le DNS Center. Et c'est le DNS Center qui va venir pousser l'underlay. Et une fois que le stack est découvert et que l'underlay est poussé, que le LAN automation est terminé, je vais venir pouvoir provisionner cette nouvelle stack dans la fabrique en lui donnant le rôle qu'on veut lui donner, notamment de Edge Node. Et une fois que ça c'est fait, eh bien c'est terminé parce que tout le policy model qu'on avait créé de façon préemptive dans la fabrique depuis un certain nombre de temps est automatiquement poussé sur cette nouvelle stack. Les virtual networks sont automatiquement poussés sur cette nouvelle stack. Tout est poussé. Je n'aurai plus qu'à, excusez-moi, gérer les exceptions. Il y a peut-être des devices qui ne feront pas de 802.1x. J'aurai peut-être besoin sur certains ports, parce que ce sont des devices très particuliers qui ne feront pas, par exemple, de 802.1x. J'aurai peut-être besoin de pousser le port du switch sur lequel ce device-là est connecté, de le pousser dans un VN à la main et de le pousser dans un SGT à la main. Et je ne vais gérer que les exceptions. Tout le reste est agile et automatique. Et pareil pour les XIM locaux techniques. Je n'ai que des gestes manuels de manutention à faire. Tous les gestes opérationnels en termes d'intelligence et de value sont pilotés à travers le plan de management et automatisés à travers le plan de management qui est le DNS Center. Et là, j'ai migré un bâtiment de façon simple, automatique, agile, sans disruptivité de service entre des devices qui ont migré dans la fabrique et des devices qui sont restés sur le LAN existant.
Dans le cas qu'on traite là, que j'expose aujourd'hui, là, je parle beaucoup de la partie filaire. La partie Wi-Fi, Tao va la traiter après. Mais sachez que pour cela, je vais aller jusqu'au bout du sujet, euh, euh, le plus simple pour ça, c'est de rester en over the top et de migrer ensuite. C'est une façon simple. Et quand on a fait ça, d'un point de vue filaire, bah, tous les end devices qui sont filairement connectés ici, ils ont basculé dans les ranges IP qu'on avait pré-provisionnés dans la fabrique. Et l'IP dans une fabrique n'est qu'un point de connexion. Tout le policy model va être hérité en fonction du VN dans lequel je vais être attribué et du SGT que je vais récupérer en fonction de l'attribut et du rôle que je joue dans l'entreprise. D'accord? Et là, j'ai mes deux réseaux qui peuvent coexister avec des end-users, des devices qui sont connectés sur ce réseau-là, qui vont être dans un VN avec un SGT, et quand ils veulent parler avec un collègue à eux ou un objet à eux qui est de l'autre côté, eh bien, ils seront sortis, transférés dans la bonne VRF, autorisés ou pas autorisés, s'ils sont autorisés, ils se parlent. Là, ils étaient avec une IP dans un SGT, dans un VN, ils sortent dans une VRF et ils reparlent dans un VLAN. C'est extrêmement simple et ça marche. On l'a testé, on l'a fait dans des POC en réalité, ça marche. Et pour le Wi-Fi, encore une fois, je ne vais pas trop en parler là, Tao va en parler après, mais dans ces phases opérationnelles, peut-être que la phase la plus simple, c'est de transformer la partie filaire dans un premier temps, laisser le Wi-Fi en over the top, c'est-à-dire que la partie control plane et data plane des end users qui sont en Wi-Fi sont toutes traitées en CapWAP, donc de façon traditionnelle. Et je basculerai une fois que j'ai terminé de transformer toute mon infra. Ce serait beaucoup plus simple en tout cas. Et chez beaucoup de clients pour lesquels on a des projets de transformation SD Access, c'est le modèle vers lequel on va le plus souvent. D'accord? Et ensuite, ben, je fais toujours au fil de l'eau, calmement, sereinement, de façon dérisquée, je fais tous mes autres bâtiments. Je dis donc j'ai le bâtiment 2, et bien je vais faire la même chose. Je vais venir créer le groupe d'intermédiate node qui est nécessaire pour le nouveau bâtiment, le bâtiment 2, et je vais venir rajouter mes nouveaux piles de Catalyst 9000, les brasser en 10G, en 25G, et venir pousser l'underlay de façon automatisée, les overlays, pareil pour tout le reste. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, l'ensemble du site, au niveau filaire, a été migré. Et là, tous mes end-users sont filairement, en tout cas, connectés dans un mode Fabric SD Access. Une fois qu'on a fait ça, donc tout le policy model Virtual Network en SGT est exécuté partout au niveau de mes switches d'accès, au niveau de mes edge nodes. Eh bien, de façon très simple, je peux basculer toute la partie Wi-Fi de façon là aussi très automatisée dans la fabrique. C'est-à-dire que je vais positionner le SSID et positionner dans le DNS Center le fait que le contrôleur Wi-Fi qui pilote mes AP appartient à ma fabrique. Et à ce moment-là, mon Wi-Fi a basculé. Et mes end-users qui sont connectés en filaire ou en Wi-Fi sont cette fois-ci complètement tous dans ma fabrique. Et j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé ma migration. Et je n'ai plus qu'à, cette fois-ci, enlever ce qui avait besoin d'être enlevé, c'est-à-dire mes anciennes distributions, hein, mes anciens cœurs, rebrasser correctement si c'est nécessaire ou si je n'ai pas pu le faire avant, mes border nodes vers mon data center, là où il y a mon équipement de fusion, routeur ou firewall qui va gérer mon routage multi-VRF, et décommissionner, et c'est terminé. Et j'ai atteint la cible que je souhaitais atteindre.
Et ce modèle-là, vous pouvez l'exécuter de façon soit rapide, soit au fil de l'eau, en fonction des risques, des besoins clients, des contraintes opérationnelles, budgétaires, etc. C'est extrêmement simple. Et du coup, les postures ou les craintes qu'il pouvait y avoir sur des phases de migration, je pense qu'elles peuvent être complètement effacées. Voilà. Donc, et un point qui est important aussi, c'est, je reviens juste là, cette partie layer de handoff qui peut être exécutée, enfin faite soit avec des Catalyst 9005 en Virtual Stackwise, soit en 9003 en Stackwise. Il y a un vieux proverbe qui date d'un petit peu longtemps d'un grand chimiste français qui était Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ces équipements-là, ils peuvent être aussi récupérés, soit pour être réinjectés dans la fabrique, si c'est Catalyst 9003 par exemple, en, en Edge Node ou en Spare, ou si c'était des 9005, peut-être pour une autre fabrique, un autre fabrique site quelque part. Donc pensez à tout ça. Voilà. Donc, sur les phases de migration, sur les steps de migration, on a essayé de faire quelque chose qui soit simple et qui puisse servir de base de travail pour exposer ça à des clients. Je vais sur la phase filaire, j'en ai terminé, je vais laisser la main à Tao pour exposer la migration Wi-Fi, les contraintes et comment on résout ces contraintes-là. Tao, je te laisse la main, s'il te plaît. Oui, merci, Alors, merci je vais arrêter Seb. de partager. Je partage Merci. mes slides. Vous m'entendez là, côté son? Ça C'est se bon, passe Tao, on bien? t'entend. C'est bon. Oui, C'est parfait, merci. Alors, et le partage, est-ce que c'est bon? Je vais passer en mode animation, slideshow. Est-ce que le partage est correct? Je vais passer... c'est un petit réglage de display. Est-ce que c'est bon là? Vous voyez les slides correctement partagés? C'est parfait. C'est parfait? Ok, Oui. c'est parti. Bonjour à tous. Dans la dernière partie de ce webinaire, donc je vais aborder le sujet Wi-Fi. Le sujet Wi-Fi, c'est un sujet très important, un grand sujet dans toute l'immigration. Dans cette partie-là, je ne vais traiter que la partie architecture Wi-Fi qui correspond à l'architecture SDA, SDA7. Je ne vais pas aborder, bien sûr, les solutions de type migration, le choix des bandes, le choix des contrôleurs, les versions, l'étude des sites, les sites de couverture. Tout ça peut être traité dans un webinaire à part. Là, aujourd'hui, on va faire un focus sur la partie architecture Wi-Fi en SDA. Est-ce que mon partage avance? Tout va bien? oui, tout va bien. Ok, merci. Alors, si on parle de la partie Wi-Fi en fabrique, nous on préconise dans l'architecture cible, lorsqu'on a fait déjà en LAN le mode SDA, envisager une architecture Wi-Fi fabrique, donc ce qu'on appelle Fabric Enable Wireless. Dans ce cas-là, le contrôleur Wi-Fi est intégré pleinement dans la fabrique. Dans ce cas-là, donc toute la gestion contrôle d'accès utilisateur par ISE, on bénéficie de toutes les politiques de segmentation, donc micro et macro segmentation, à la fois dans les filaires grâce à SDA, mais aussi en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'un utilisateur, peu importe le moyen d'accès au réseau, Wi-Fi ou filaire, il va être associé, reconnaître, associé à un groupe, et donc dans ce cas-là, il va bénéficier de toutes les politiques de segmentation, micro-segmentation grâce au groupe policy, donc SGT, et macro-segmentation grâce à la segmentation VN ou VRF sur le capot.
Donc dans ce cas-là, l'avantage évident, c'est qu'on gère la partie Wi-Fi et les filaires de façon homogène et de façon simple. Comment ça fonctionne? En fait, l'idée est assez simple. La partie contrôle plane, le plan de contrôle des bandes Wi-Fi et accostage, embordement des utilisateurs Wi-Fi, c'est fait par le tunnel CAPWAP entre la bande Wi-Fi directement sur le contrôleur qui est en mode fabrique. Donc, tout ça, c'est la partie contrôle. Le trafic utilisateur, une fois qu'il est accepté, rentré dans le réseau Wi-Fi, va partir dans le data plane, dans l'encapsulation directement en VXLAN depuis les bandes. Et ce trafic-là est envoyé, tagué, donc encapsulé dans le VXLAN. Donc là, on bénéficie vraiment tout le tagging, donc SGT et le VN, depuis la bande, envoyé directement sur le Fabric Edge Node connecté sur la borne. À partir de là, le Edge Node va prendre la trame et la trame est vue comme un utilisateur sur les filaires. Et donc, on va bénéficier du routage de la trame d'un point à l'autre point de réseau en les bénéficiant tout le policy au niveau macro et micro segmentation. On est vraiment comme équivalent le chemin du flux. Hein. On n'est pas en mode flex connect, mais le flux ne remonte pas sur le contrôleur Wi-Fi, mais va rester embarqué directement sur l'Edge Node et envoyé directement dans le réseau, dans la fabrique, directement vers la destination. Donc pour ça c'est la cible finale. Il faut avoir des bornes compatibles, donc les bornes depuis un certain temps déjà, depuis 5 ans, même au-delà, on a des bornes Web 2 qui sont compatibles et les bornes Wi-Fi 6, donc récemment, les Catalyst 9000 quelque chose, ils sont compatibles. Et sur le contrôle Wi-Fi, on a déjà des contrôleurs Wi-Fi des types ROS, donc je mets des modèles ici, où les nouveaux contrôleurs, les nouvelles générations, Catalyst 9800. Alors, l'avantage de tout ça, c'est que peut être automatisé par DNS Center, c'est-à-dire que c'est la création des SSID, l'embarquement, enfin la configuration et intégration, le contrôle Wi-Fi et les bornes dans la fabrique se fait par contrôleur Wi-Fi. En quelques clics, on peut ajouter un contrôleur Wi-Fi dans la fabrique et déployer les profils Wi-Fi sur les bandes dans les étages. Donc tout ça, l'idéal, c'est qu'on va cibler ça pour les designs fabriques. Et l'idéal, l'opportunité est faite quand vous avez un nouveau site qui est créé, un déménagement, et là on repart tout le Wi-Fi filaire de zéro. Dans un certain nombre de cas, donc je vais passer au slide suivant, ceci n'est pas possible. Par exemple, le cas où on a un réseau existant avec un contrôle Wi-Fi n'est pas compatible à cause de sa version, à cause de son existant de gestion du Wi-Fi en cours, donc avec les bornes non compatibles. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas la peine d'attendre que la migration de Wi-Fi sur tout ce qui est compatible fabrique. On peut commencer à faire la migration en filaire. Donc, tout ce qui a expliqué Seb jusqu'à maintenant peut commencer à faire la migration. Et le Wi-Fi dans cette configuration fabrique peut être supporté en mode ce qu'on appelle OTT, over the top. Donc ce mode-là existe depuis le début du Wi-Fi, hein, c'est-à-dire que le trafic contrôle et data est encapsulé depuis la bande jusqu'au contrôleur et le trafic data du client Wi-Fi va être envoyé directement depuis le contrôleur sur le LAN. Donc, sur ce cas-là, évidemment, on ne bénéficie pas tout ce qui est encapsulation fixe LAN parce que l'équipement Wi-Fi ne sait pas taguer et travailler en mode fabrique.
Bon, il y a un certain nombre de mécanismes. Si on utilise ISE pour gérer le contrôle d'accès, on peut ajouter un certain nombre de mécanismes qui permettent d'affecter, par exemple, les adresses IP des utilisateurs Wi-Fi à SGT spécifique après le contrôle d'accès. Une fois qu'on a un SGT spécifique sur les flux Wi-Fi, là on peut bénéficier de tous les mécanismes de segmentation. Donc ça, la bonne nouvelle dans cette partie-là, c'est que lorsque le contrôle Wi-Fi a une version contrôle Wi-Fi Cisco, a une version compatible avec le Data Center et Assurance, on peut bénéficier de tout ce qui est automatisation par Data Center, c'est-à-dire qu'ajouter le contrôle Wi-Fi dans les Data Center pour avoir une gestion, une visibilité, assurance par exemple, à la fois pour les contrôleurs Wi-Fi, les bornes, mais aussi des utilisateurs. Donc là, c'est la phase, on va dire, intermédiaire où on ne peut pas passer directement en Wi-Fi fabrique. Maintenant, on a une phase intermédiaire qui est assez intéressante. On appelle ça le mode mixte pour la migration. Pendant la phase de migration, on peut travailler la partie migration Wi-Fi en parallèle avec la migration filaire expliquée par Sébastien tout à l'heure. Dans ces cas-là, un contrôleur Wi-Fi Cisco peut être en mode fabrique et gérer aussi, donc de façon en mode fabrique, donc le SSID fabrique, les bandes Wi-Fi en mode fabrique, mais il peut aussi gérer en même temps les bandes Wi-Fi en mode OTT. Donc dans ce cas-là, on a la possibilité de faire la migration en douceur, OTT, les bandes Wi-Fi en OTT, vers l'architecture finale qu'on veut y aller, c'était le mode fabrique. Donc dans un certain nombre de cas, la gestion de guest, je vais traiter tout à l'heure la gestion de guest. Dans ces cas, la configuration guest, SSID guest, une fois que les en mode OTT, peut être automatisé par DNS Center. Donc, je parle ici automatisé, c'est-à-dire que dans la configuration du SSID, DNS Center peut vous aider à introduire pour le SSID guest un contrôleur Wi-Fi encore, donc encre, sur lequel on va tuner le trafic vers le DMZ. Bon voilà, c'est le cas intermédiaire qu'on peut prendre en compte lorsqu'on fait la migration Wi-Fi vers le mode fabrique. Voilà, donc dans un certain nombre de cas, ça dépend de la complexité du réseau et l'existence du contrôleur Wi-Fi. On peut ajouter un contrôleur Wi-Fi fabrique en parallèle avec un contrôleur Wi-Fi existant, on va dire non fabrique, pour pouvoir simplifier la migration. Sur la partie guest, ça c'est un sujet important parce que dans la fabrique, le guest doit être isolé par rapport au reste. Donc dans les préconditions de design, le guest est isolé en macro-segmentation, c'est qu'on va mettre en place un VN dédié pour isoler le trafic guest dans la fabrique jusqu'au border. Voilà, donc le trafic guest va sortir du border et il y a plusieurs mécanismes qui permettent de prendre en compte le flux guest et surtout envoyer de façon sécurisée vers un DMZ. Le premier cas, donc il y a différents cas à traiter, mais tout ça, l'avantage c'est que tout ça peut être automatisé par le DNS Center. Le premier cas, c'est on est en mode SDA fabrique, donc 100%, et le flux guest est dans un VN dédié. Et en utilisant l'architecture, donc contrôle plein node et border node existant pour la partie filaire, le flux guest peut être véhiculé et segmenté jusqu'au border et injecté directement sur un firewall qui est pour envoyer de façon sécurisée le flux guest sur un DMZ. Dans ces cas-là, on a la possibilité
mettre en place tous les contrôles nécessaires pour accepter les guests et donc de faire et autoriser aller sur Internet. Donc ce cas est assez classique et on bénéficie bien de la macro-segmentation et l'automatisation des data centers pour mettre en place du trafic guest, le Wi-Fi, mais pourquoi pas le guest filaire. Dans ce cas-là, donc vous voyez, le guest est dans un VRF, dans un VN spécifique, et aller vers le border. Dans un certain nombre de cas, le border node n'a pas accès directement au DMZ, dans les cas où le DMZ est partagé sur plusieurs sites, où le site est éloigné par rapport à l'accès à Internet, auquel cas on a la possibilité de mettre en place un guest border et un contrôleur border spécifique pour ce flux guest-là, en plus du border existant. Donc l'idée ici, c'est qu'on va créer un guest fabric border et contrôle plane node spécifique pour prendre en compte le VN donc à travers le border d'entreprise, et ce guest border là est directement attaché sur le DMZ de l'entreprise. Donc peut-être il n'est pas nécessairement sur le même site, sur le même campus que le contrôle plane node et le border node existant. Donc dans ces cas-là, on a la possibilité donc de tunneler le trafic vers un guest border. Et la bonne nouvelle, c'est dans la nouvelle version de DNA Center, ces mécanismes-là permettent aussi d'héberger tous les guests de plusieurs sites. Et on peut aller jusqu'à avoir les mêmes subnets pour les guests partagés sur plusieurs sites. Donc tout ça aussi, la bonne nouvelle aussi, c'est que DNA Center permet à aider la configuration du SSID guest pour envoyer sur un border guest de la fabrique. Et le troisième design possible, c'est que dire qu'on va la possibilité aussi, en fonction des cas, faire le travail de façon donc traditionnelle, utiliser la tradition traditionnelle, c'est que le guest peut être en mode fabrique ou non fabrique, mais envoyé sur un contrôle Wi-Fi spécifique, et puis ce contrôle Wi-Fi là, pour le guest et le SSID guest, on peut envoyer sur un contrôle Wi-Fi encre qui se trouve à l'extérieur du site sur un DMZ. Donc cette technologie-là existe depuis le début de contrôleur Wi-Fi Cisco. Donc le guest encore permet aussi de plusieurs sites envoyer le flux guest vers, par exemple, un site central, là où il y a un accès vers Internet. Donc cette technologie-là est prouvée. L'intérêt, c'est que si vous êtes déjà dans cette situation, on peut récupérer la même technologie lorsqu'on migre vers une solution SDA. Voilà, donc il y a plusieurs design guest possibles qui permettent à adapter en fonction de votre situation et les phases de migration vers SDA du réseau. Voilà, donc en conclusion sur la partie Wi-Fi, on peut passer beaucoup de temps sur la partie étude de couverture, encore une fois, le choix des bornes et les mécanismes, les avantages des solutions Cisco et les mécanismes d'aider à la migration, par exemple, un iOS vers un iOS en contrôle Wi-Fi. On va peut-être garder ça pour un prochain webinaire dédié à la partie migration contrôle Wi-Fi. Donc, en conclusion, sur cette partie Wi-Fi là, quelle que soit la cible, c'est toujours Wi-Fi en fabrique pour bénéficier donc tous les avantages de micro et macro segmentation à la fois Wi-Fi et filaire, mais en fonction des situations, on peut prendre en compte de l'existant et faire une migration en douceur avec le temps. Et donc, le message à passer aujourd'hui, c'est que quelle que soit votre cible
de SDA, pensez à faire la migration Wi-Fi dès aujourd'hui sur les technologies de type Wi-Fi 6 et le contrôle Wi-Fi nouvelle génération 9800. Voilà, donc la partie Wi-Fi est terminée. Je vais passer la main à Oui. Sébastien, peut-être pour la partie conclusion globale dans la stratégie SDA filaire qu'il a abordée. Ouais. Garde le slide, garde la main avec le slide. Et puis oui. On peut comment dire, juste conclure que ça c'est très important. Tout l'objet d'aujourd'hui, c'était de montrer que de façon simple, sereine, on peut migrer d'un réseau existant, passer en SD Access à partir d'une solution brownfield. Hein, c'est pas obligé d'avoir un nouveau bâtiment, etc. C'est vrai, et c'est vrai que les 2 premières années, côté Cisco, on a eu cette approche plutôt de privilégier une transformation SD Access sur du greenfield. Souvent. Et côté partenaire, c'était aussi une approche première de dire du greenfield, pourquoi pas pourquoi pas aller vers ça. Aujourd'hui, honnêtement, on a toutes les technos, on a toutes les briques hardware fonctionnelles pour pouvoir se permettre de dire, et de façon sûre, hein, c'est que quand on dit la plupart des LAN campus actuels, c'est quasiment tous les LAN campus actuels, qu'ils soient en Cisco existant ou en autre, on a des mécanismes, on a des moyens pour pouvoir transformer ces solutions en termes de migration, pour pouvoir sereinement, simplement, aller vers de la fabrique SD Access. Il faut juste que ce soit une volonté côté client et un vrai besoin côté client. Je pense que les besoins, ils peuvent vraiment se trouver à partir des cas d'usage de micro-segmentation, de je veux que le réseau soit extrêmement agile, pousser des policy models et se transformer en fonction de la criticité du moment, en fonction des besoins du moment, etc. etc. Faire aussi, de plus en plus, et on a des cas clients pour lesquels l'accès au réseau ne sera que en Wi-Fi. La dorsale physique ne va être là que pour connecter les end-users qui sont, type par exemple les AP, les écrans, les écrans vidéo, les outils de collab, les outils, on va dire, communs à tout le monde, comme les imprimantes, etc., etc. Et pour lequel on veut que les bureaux le bâtiment soit un énorme open space, et quand quelqu'un s'installe à un endroit, qu'il soit à l'étage 1, à l'étage 2, à l'étage 3, qu'il soit dans le bâtiment 1, dans le bâtiment 2, dans le bâtiment 3, et bien qu'il se connecte avec ses attributs, excusez-moi, avec ses attributs qui lui sont propres en fonction du rôle qu'il a à jouer, et non pas en fonction de critères réseau parce qu'il est dans tel ou tel VLAN. Donc, si on est dans cette approche, je veux un réseau agile basé sur un policy model mobile et agile, SD Access correspond vraiment à ce besoin. Et je pense réellement que ça, avec ce qu'on a vécu ces 2 derniers mois et les réflexions que ça va engager, ça risque d'être une demande forte. Et aujourd'hui, transformer un réseau actuel vers cette typologie de solution, on a toutes les technos pour ça. Et pourquoi? Parce que ce sont des technos de routage. Et le routage, ça offre des possibilités très, très fortes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, et depuis le début, Cisco propose des matrices de compatibilité d'OS pour chacun des composants et des éléments de la solution SD Access. Encore une fois, SD Access est une solution qui embarque un plan de management avec un DNA Center, avec un ISE, des équipements, des switches, des routeurs, etc. etc. Et tout ça, toute cette solution, il y a des matrices de compatibilité software en fonction des gros trains software de la solution. On a des compatibilités entre, quand on est dans une release Software Defined Access en 1, 2 quelque chose,
qui ne sont pas forcément les mêmes. Quand on est en 1.3, ça on les documente. Il y a un lien pour ça, je vous engage à le regarder. Non seulement on le documente, mais en plus on vous recommande, parce qu'on sait que certaines versions sont beaucoup plus matures, etc. D'autres sont beaucoup plus avancées en termes de features, etc. Donc on vous donne tous ces points-là, on vous dit ce qu'il faut faire, comment y aller. Et accessoirement, pour ceux qui ont déjà vu ou déjà préinstallé une fabrique SD Access chez un client ou dans leur lab, en fonction des nouvelles features, vous avez aussi des pop-up qui vous disent dans votre réseau, là il y a tel niveau de features, il y a tel niveau d'évolution qui est disponible. Hein, et on vous dit même que si vous allez là-dedans, on vous dit même d'upgrader certains switches qui sont peut-être pas à niveau, parce que si vous le faites, bah, vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre de features. Donc on a un système qui est extrêmement, qui vous guide énormément et qui vous donne plein d'infos. C'est un vrai système software qu'on vous propose. Et le dernier point, et ça c'est très important, c'est pas toujours le plus simple, mais c'est très important, c'est que un des grands enjeux, c'est aussi de faire en sorte de déléguer un grand nombre de gestes opérationnels par des orchestrateurs, et notamment le DNA Center. Et le DNA Center, lui, quand il va pousser des choses, des objets, des configurations, etc. sur votre réseau, il va le faire à travers ce qu'on appelle des CVD, des Cisco Validated Design. Donc il faut avoir confiance en ça, parce que les éléments de configuration qui vont être poussés sont des éléments qui sont testés, validés et certifiés par Cisco. C'est toute la fabrique, comment on y va, comment on migre, comment on la fait évoluer, c'est quelque chose qui doit être un point de sérénité en fait, et pas un point de crainte. Et c'est vrai qu'il peut y avoir eu des comportements ou des postures clients ou partenaires qui pouvaient mettre en doute ces aspects-là. Aujourd'hui, il n'y a aucun doute à avoir. C'est quelque chose qui marche vraiment bien. On a un grand nombre de clients dans le monde et un certain nombre de clients en France qui l'ont de façon opérationnelle, qui en sont vraiment satisfaits et pour qui ça simplifie vraiment la vie. On peut les faire témoigner, on peut vous mettre en relation avec, donc n'hésitez pas. Voilà. C'était l'objet du webinaire. On a certainement terminé un peu plus tôt que prévu. Merci. Et voilà. Merci. Merci. Et j'espère que ça vous donne envie, plutôt un plaisir de faire la migration vers SDA. Donc il y a des points à prendre en compte. Et les méthodologies sont là. Mais sur le projet que nous travaillons, c'est vraiment un grand plaisir. Merci Sébastien, merci Tao. Je me permets de conclure. Pour rappel, le lien vers le réseau blog.cisco.fr sur lequel vous allez pouvoir retrouver tous les contenus intéressants de l'équipe Enterprise Networking, y compris les liens vers les divers enregistrements des DNAD virtuels que l'on a pu proposer ces dernières semaines. Si vous cliquez sur le premier lien Cisco DNA Days 2020 Webinar module complémentaire, vous accéderez également au lien pour vous enregistrer sur les 2 prochaines sessions. Ces prochaines sessions qui auront lieu le 2 juillet prochain et le 9 juillet prochain avec pour thématique les fonctionnalités de sécurité et les contrôleurs Wi-Fi 9008 et également un lien hyper intéressant cs.co DNAD avec l'ensemble des enregistrements de la chaîne YouTube Cisco sur lequel vous trouverez également les enregistrements des DNAD virtuels. Merci, j'ai terminé. À bientôt et merci d'avoir participé à ces sessions.